pense. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous allons entamer cette heure du kiosque avec Nadia Selkal. Bonjour. Du magazine Antilla. Oui. Spécialiste du cinéma. Cinéma et culture. Et culture. Monsieur Branchi. Eh bien, 6e dan de karaté. Faut-il le rappeler? Mais surtout ici en tant que rédacteur en chef de justice. Ah, j'avais oublié ça un petit peu. Ah, j'avais oublié ça. Et tu verras pourquoi. Ouais. Et monsieur Marajo, 9e dan de communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le kiosque est diffusé le vendredi à 20h30, le samedi à 18h, le lundi à 13h30 et je ne le savais même pas, le mardi à 1h. Donc, si vous avez raté le vendredi, vous avez encore le samedi, le lundi et le mardi pour nous voir. Mais si vous avez envie de nous revoir, comme des émissions où figure notre collaboratrice Nadia Selkal. L'Okinawa Tropic Club a fait la fête. À cette occasion, il a présenté, c'était une après-midi récréative à l'hippodrome de Carrère. Il a remis ses diplômes et puis il a présenté ses activités sportives. Je voudrais que monsieur le 6e dan nous explique. Pas très long, mais quand même, nous explique ce que sont ces différentes activités martiales et les différences entre le karaté, le judo, l'aïkido, le chai chi chuan, le krav maga, qui ont été mises en lumière. Et s'il y en a d'autres, pratiqués en Martinique, qu'ils nous éclairent de ces lumières. Alors, en quelques mots... On commence par le karaté. Oui, il s'agit d'une cérémonie traditionnelle dans tous les arts martiaux. Il y a avec un certain rituel quand même, la remise de diplôme, les grades. Je dirais même qu'avec l'évolution sportive des arts martiaux récentes, c'est une des manifestations qui reste assez proche de la tradition. C'est ça. Okay. Bon. Et alors, le karaté, c'est le plus ancien des arts martiaux existants, puisqu'il date, on pense qu'il a commencé, il y a des formes de karaté, de précurseurs du karaté, avant Jésus-Christ. Bon. Alors, le judo est une technique relativement récente, mais enfin, qui a été créée à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, par quelqu'un de génial, qui s'appelle Jigoro Kano. L'aïkido, c'est Maître Hiroshiba, qui est aussi une technique qui a été créée à la fin du 19e siècle. Alors, le judo, ça consiste à déséquilibrer, j'ai oublié de dire, principalement. Et le karaté, hein? Alors, le karaté, c'est principalement les atémis, les coups, frapper des pieds et des poings, esquiver, accessoirement aussi projeter et faire des luxations, mais principalement la frappe. Le judo, c'est principalement projeter, immobiliser, mais aussi le jujitsu comporte aussi des techniques qui ressemblent au karaté, des techniques de frappe. L'aïkido, c'est l'esquive, c'est principalement l'art de l'esquive. Utiliser la force et l'énergie de l'autre. Voilà. Alors toutes ces techniques utilisent aussi la force de l'autre. Hein. Mais l'aïkido, en plus, c'est la fluidité et c'est les luxations. Hein. C'est les armes lock, les clés, etc. Et aussi des projections. Hein. Donc, et puis alors, bon, les arts martiaux dérivés. Le chai chi chuan. Alors, le tai chi chuan, c'est un art martial chinois. C'est ce qu'on appelle la partie interne de l'art martial. Donc, dans l'art martial, il y a la partie externe, rapide. Bon, karaté, kung-fu, c'est l'équivalent en Chine. Et puis la partie interne, c'est la partie lente, avec des figures très, très, très complexes, nombreuses. Comme un ballet, comme une chorégraphie. Comme un ballet. Et qui est une discipline qui est pratiquée pour réénergie. Chi, tai chi. Chi, c'est énergie. Ki en japonais, c'est la même chose. Ki en japonais. Chi en chinois, c'est l'énergie. Donc c'est réénergétiser le corps. Alors c'est pratiqué par des gens de tous âges, mais enfin, c'est principalement conseillé aux personnes, disons, de troisième âge. C'est une forme de gymnastique souple, mais aussi avec une chorégraphie, une prise de conscience corporelle dans le, et aussi une certaine concentration mentale, ce qui aussi lutte contre toutes les maladies dégénératives. Et le Krav Maga? Alors le Krav Maga, c'est une création purement israélienne, qui est une forme de karaté très simplifiée, utilisée par les services secrets israéliens. Je n'en dis pas plus. Mais c'est considéré comme un art martial? Oui, ils sont rentrés récemment à la Fédération française de karaté disciplines associées. Donc ils sont considérés comme... C'est une discipline associée. Et c'est efficace?
c'est efficace, pas plus que le karaté. Alors, tu nous avais expliqué ici une fois. Non, mais je vous dis, c'est du karaté simplifié. Alors, la fédération a créé l'équivalent, que nous pratiquons d'ailleurs dans notre club, c'est le karaté défense training. Bon, c'est les mêmes, c'est des techniques de karaté simplifiées, de frappe, mais simplifiées. C'est-à-dire qui ne nécessitent, pour les gens qui ne veulent pas faire de compétition, qui ne veulent pas faire des exercices traditionnels, comme les katas, des choses comme ça, mais qui veulent directement, mais là où je mets un bémol, parce que c'est une technique de self-défense, là où je mets un bémol en tant que pratiquant, c'est que il ne faut pas créer d'illusion qu'il y aurait, pour se défendre, à apprendre des trucs qui permettraient de se défendre, parce que toute technique, même simple, nécessite un grand nombre de répétitions et un apprentissage, une formation du corps. C'est ce que j'allais te demander, parce qu'on voit souvent des pratiquants d'art martial qui invitent, qui créent un cours de self-défense. Et puis, puisque comme il y a une insécurité qui règne, tout à fait. Ils mangent sur nous sommes dans une société marchande. Ils surfent sur la situation. La demande crée l'offre. Et 15 jours, un mois de training, ça ne va pas donner la possibilité d'affronter un ennemi et tout. Et tout à fait. Tout à fait. Donc, il vaut mieux pratiquer la course à pied à ce moment. Voilà, tout à fait. Ce que je me permets de dire, sans offenser personne, c'est qu'il n'y a pas, quelle que soit la discipline, de raccourci. Et on ne peut pas faire l'économie de faire un effort physique et mental et d'apprentissage. Profond, long et assidu. Ce qui implique à la fois l'humilité, et la persévérance et le courage. Quelle est la qualité que tu as vu se développer le plus chez tes élèves, c'est-à-dire adeptes? C'est pas une secte. Ce que j'ai vu le plus se développer, c'est précisément la persévérance, le courage et la force mentale. Savoir plus de discipline à l'école pour les jeunes, plus de concentration. D'une manière générale, tous les pratiquants de nos disciplines, nous le constatons d'ailleurs ces jours-ci, nos meilleurs pratiquants, je veux dire mon meilleur pratiquant de cette année, et aussi bien chez Mme Londu, que ce sont ceux qui ont passé à la ceinture noire, ceux qui ont eu des résultats en compétition, ce sont eux qui ont eu le bac. Ouais. Donc, et ça depuis très longtemps. Il n'y a pas de miracle, quoi. Y a pas de miracle. Ça marche ensemble. Parce que le sens de l'effort, du travail et de la persévérance, c'est aussi valable dans les arts martiaux que dans l'apprentissage des humanités, des mathématiques, de la philosophie, de l'histoire. Et qu'on ne se contente pas de feuilleter un dictionnaire à la veille de l'examen. Donc les parents, vous avez compris ce que vous devez faire. D'abord le sport, et puis en plus un sport tel que les arts martiaux pour discipliner vos petits enfants aux têtes crépues. Alors j'ai oublié quand même un art martial local, quand même, parce que comme je me dis, il y en a d'autres. Il y a le damier, et il y a un groupe, il y a plusieurs écoles qui sont en train de faire un travail important, qui consiste, pour qu'un art martial puisse s'ouvrir, le génie des Japonais, par rapport aux autres courants, c'est qu'ils ont codifié. Oui. Donc, il y a des gens qui sont en train de codifier le damier, le bel air, etc. Mais le damier, de la même manière qu'au Brésil, la capoeira, qui ressemble beaucoup au damier, a été codifiée. Et à la capoeira même, il y a aussi des grades. Donc bientôt, on aura des compétitions. Ah oui, c'est magnifique, ça. Ah oui, c'est formidable. Et moi, je crois que nous devons encourager le plus possible ces associations. Il y en a quelques-unes, la M4, etc. Bon, qui font d'ailleurs dans ces associations, il y a des intellectuels qui se sont un peu donnés à cela et qui font de la recherche sur les origines, parce qu'en plus il y a différentes disciplines en Martinique. On s'aperçoit qu'on ne pratique pas de la même manière au François, dans le nord et dans le sud. Dans le nord et dans le sud. Enfin, bref, je ne suis pas un spécialiste. C'est passionnant. Passionnant. Le Chili remporte la Copa América 2015, M. Mario. Pour la première fois de son histoire, au tir au but face à l'Argentine, le 4 juillet à Santiago. Ça fait déjà quelques jours, mais je pense que dans l'absence de notre ami Galion, qui est dans des festivités... Romière. C'est toi qui l'as dit. Il faut le dire. Ah, bon, oui, à Sainte-Marie où il présente, je ne sais pas quoi, un ouvrage, et puis aussi les 250 ans du Rome Saint-James. Alors, succès à l'Uruguay qu'il avait éliminé en quart de finale. Et qu'est-ce que tu as à dire de tout ça? Non, je dis que ce n'est pas les grosses cylindrées composées de mercenaires qui gagnent des millions de dollars en exil qui remportent
les championnats nationaux. Tu veux parler de l'Argentine avec Lionel Messi? L'Argentine, il n'y a pas que Messi, Di Maria, Tevez, etc. Bon, les types, ils ont les meilleurs joueurs du monde, tout seuls. Ouais. Mais ensemble, jamais de la vie. Et le Brésil, sorti par une petite équipe du Paraguay, et l'Argentine, battue en finale par des gens qui en voulaient. Et puis qui avaient derrière eux un peuple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a interrogé Vidal, qui est le voyou de l'équipe du Chili, puisque le premier soir, il a gagné un match. Il a pris sa Ferrari, il était bourré et il a explosé une voiture. Bon, il a pleuré en public, il s'est fait pardonner et il ramène quand même la coupe. Et il dit la chose suivante qui est intéressante, et c'est là qu'on voit qu'il y a des joueurs qui sont impliqués parce qu'ils jouent dans leur équipe nationale et puis des joueurs qui n'en ont rien à faire. Et lui, il dit, notre pays traverse une crise grave. Il faut quand même se rendre compte que la Copa América s'est déroulée pendant des grèves et des émeutes avec des morts. Et aucun journaliste lié à la relation de l'événement n'a fait le lien. Alors évidemment, les Chiliens ont remercié la presse internationale de ne pas trop diffuser les images d'émeutes, parce que sinon, c'était le même qu'au Brésil, vous vous rappelez, il y a eu des soucis. Et lui, il dit, nous avons traversé une grave crise et nous voulions donner un peu de bonheur aux gens qui souffrent. Tout ça, magnifique. Magnifique, superbe. C'est pas Messi ni les autres qui ont retenu cette image. On est renoué avec le football autrement que par tous les scandales qu'on a vus ces temps derniers. C'est-à-dire le football féminin, ça t'a un peu intéressé? Autant que le football masculin. Ça dit pas beaucoup. C'est-à-dire terriblement. Non mais enfin, attends, sans ironie. Que les Américains aient décroché un 3e titre mondial en battant 5-2 les Japonaises, c'est pas quelque chose de... Moi j'ai regardé le match. Ouais, il paraît que c'était un très beau match. 4 buts. Les Japonaises ont pris un but fait, un lob. Tu as vu le lob? 4 buts en 12 minutes. Les Japonaises. Alors, il y a un petit mot qui assiste bon moi. Tu pourrais regarder ce match-là. Et puis, quand il était là, c'est normal. Les Japonais, ils ont tendance à fermer les yeux très longtemps. Ils n'ont pas une vision à faire. Si vous regardez, ils ont ouvert les yeux au bout de la 2e minute, déjà moins 4 buts. Bon, une autre sorte de compétition, c'est la justice sous les tropiques. La dégradation des conditions de travail des magistrats réunis en Assemblée générale les conditions ont contraint ces magistrats à adopter une motion pour alerter sur la situation. Un peu comme un refrain, mais là ça devient très grave puisque nous en sommes les témoins. Il n'y a pas assez de juges pour traiter les affaires, postes manquants. Au niveau des magistrats siégés par quelques des fonctionnaires des greffes, ça c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu te dépêches magistrat d'écrire le jugement, tu te dépêches avocat de faire tes conclusions, tu mets ton affaire en état et puis il n'y a personne pour taper le jugement. Le dossier reste un mois avant qu'on puisse le taper, donc la justice n'est pas rendue, vous vous rendez compte de ça. Les magistrats sont 25 au lieu de 28 au siège et 9 au lieu de 12 au parquet. Le siège des magistrats ici, le parquet c'est le procureur de la République, c'est ce qui pousse la justice pénale. En Guadeloupe, ils sont 42 magistrats du siège répartis sur les juridictions du premier degré. Et les en Guadeloupe, il y a de master et puis il y a Pointe-à-Pitre. Alors là, ils essaient quand même de pas tuer les gens, parce que s'ils devaient se balader entre master et Pointe-à-Pitre, vous vous rendez compte. Mais ici, comme ici tout est centralisé, donc il y a ce scandale auquel on assiste. Fort-de-France, en plus, est la seule juridiction interrégionale spécialisée, le GIRS. Les juridictions qui connaissent l'affaire, qui ont un champ, des lieux de réalisation divers, la France est puis spécialisée en matière de drogue notamment, ou bien d'affaires financières. Il devrait être 35 magistrats, ils sont le nombre que je vous ai dit. Enfin, en tous les cas, malgré toutes les promesses, ils continuent à ne pas avoir assez de magistrats. Alors, à la rentrée, il y en aura qui vont partir, qui ne seront pas remplacés. Aux assises, il faut 7 magistrats. On ne sait pas si l'audience pourrait être tenue. Alors, leur décision a été de demander au président du tribunal de ne pas faire les juges s'occuper de plus d'affaires qu'ils ne le peuvent en fonction d'un rythme. Ça veut dire que les magistrats ne vont pas à la mer. J'ai beaucoup de flagorneuil, vous savez que je n'hésite pas à tirer après la justice, parce que c'est comme ça qu'on a fait se bonifier, s'améliorer. Les magistrats ici ne vont pas à la mer. Il y a un turnover terrible, mais ils viennent ici en pensant qu'ils auront quand même des conditions identiques à celles de Cannes, de Nice ou de Marseille. Mais pas du tout. Ici, ils ont un surcroît de travail, ils ont 2 fois 3 fois plus de travail qu'ailleurs. Et puis, il y a des exigences, les affaires sont complexes, sont difficiles, vous en entendez parler.
et notamment les affaires financières qui ne sortent pas. Vous savez, l'affaire du Sérémia n'avance pas, par exemple, parce que, je prends l'exemple le plus typique, parce que simplement, il n'y a pas assez de magistrats pour aller entendre tous les gens qui sont impliqués, concernés par ça, parce que s'il faut aller jusqu'au bout, l'affaire du crash du Venezuela a été, à mon sens, j'y étais, elle a été correctement traitée. Enfin, à mon sens, je ne vais pas désavouer les confrères qui ont demandé la délocalisation au motif que les juges d'ici ne touchent pas leur bille. À mon avis, elle a été correctement traitée. Il y a eu un demi-million d'euros qui a été tout de suite versé pour cette procédure. Mais enfin, ça permet de laisser planer le doute sur, non pas la compétence des juges, mais leur capacité, avec si peu de moyens, à régler les affaires. Alors voilà, je pensais qu'il fallait le dire quand même, parce que j'ai toujours été très surpris de voir que dans un pays où il y a un tel ferment on va dire révolutionnaire, ou d'insurrection, ou en tous les cas de contestation, de révolte, qu'une trentaine de magistrats maintiennent la paix sociale, sans bodyguard, sans être... Oui, c'est quand même... personne ne s'en rend compte, et je me demande qui c'est qui nous gouverne. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a 30 personnes là, lâchées là, et qui maintiennent c'est le couvercle de la cocotte minute, quoi. Mais ce truc qui est en train de pousser, et qu'ils ne se rendent pas compte qu'il faut leur donner les moyens pour qu'ils soient respectés, pour que la justice fonctionne et que le système soit conservé. C'est la bêtise des gouvernants. Je vous laisse la parole, je n'ai trop dit. Non, mais ça fait de nombreuses années qu'il y a déjà eu de plusieurs fois des manifestations assez symboliques dans un corps qui n'est pas souvent enclin à la manifester. Hein, et quelquefois soutenu par les avocats, par le barreau. Nous sommes alignés sur l'opposition, on est dans la même chaudière. Bon, et manifestement, d'après ce que tu dis, avec les chiffres que tu dis, j'ai lu un article dans France Antilles qui concernait la justice financière, qui m'intéresse particulièrement, et les corps qui agissent pour le compte de la justice financière ont donné des chiffres précis sur le nombre d'enquêteurs, le nombre de magistrats, qui expliquaient que, effectivement, les dossiers, la délinquance financière, je la connais un peu mieux, la délinquance financière devient de plus en plus complexe. Ça nécessite donc des formations, des niveaux de formation relativement élevés en comptabilité, en économie. Et puis mobilise. Ouais. Mobilise énormément. Ouais. C'est pas comme plaider un feu grillé, un défaut d'assurance. Donc cet article, je l'ai lu attentivement. Je l'ai lu d'autant plus attentivement, que l'auteur de l'article a remporté l'année dernière le prix André Aliquer. C'est-à-dire que c'est un journaliste qui a le souci d'aller véritablement à la source de l'information. Je ne vais pas donner son nom, mais c'est Rodolphe Lamy. Oui. Rodolphe Lamy est celui qui a remporté le prix André Aliquer l'an dernier, et pour une remarquable enquête sur la tour Lumina. Ouais. Tu parles de délinquance financière. Ensuite, puisque tu fais de la provocation, je vais en faire. C'est lui qui est le co-signataire avec Bruno Vival de l'article. Il n'y a pas d'affaire de Sérémia. Il faut continuer. Non, mais bon, alors, moi je crois que l'opinion publique, effectivement, nous devons, en tant qu'opinion publique, soutenir ces revendications, parce qu'effectivement, la justice est un service public. Mais je vais quand même ajouter ceci, c'est que c'est tous les services publics qui subissent cette situation. Il n'y a pas un secteur. Et si les impôts manquaient de personnel, ça ne me dérangerait pas particulièrement. Mais c'est peut-être pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose qu'ils sont pas moins nombreux, parce qu'ils sont peut-être plus expéditifs. Ils d'entendre les gens et d'aller au fond des choses. Je témoigne. D'autant que, alors je défends mes collègues des impôts, d'autant que depuis quelques années, il y a une frénésie des gouvernants de changer chaque année et de complexifier la fiscalité. Absolument. Voilà. Ça rend les choses... Bon. Et seuls les contribuables fortunés peuvent avoir les moyens de se payer des conseillers fiscaux qui leur permettent d'échapper, d'utiliser... Vous laissez M. Marajou s'exprimer un peu, il est un peu timide, il ne prend pas beaucoup la parole, il est un peu réservé. Non, mais moi, je viendrais davantage aux facteurs d'explication. Pourquoi, dans tous les pays modernes, riches, fortunés,
la justice est placée dans le placard et rançonnée sur le plan budgétaire. Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que ceux qui décident en matière budgétaire, ce sont des politiques, et les politiques ont une peur bleue que la justice. Mais oui, ça revient à ce que tu disais. Donner plus de moyens à la justice, c'est lui donner plus de moyens d'investigation sur le respect de la loi par ceux qui détiennent le pouvoir. Oui. Ceux qui détiennent le pouvoir, c'est les hommes politiques d'abord, puisque c'est non seulement ils détiennent le pouvoir, mais ils le font, ils l'écrivent. C'est pas le magistrat qui écrit, c'est l'homme politique qui écrit. Oui, c'est le. Et qui écrit même. Et c'est ça qui est fabuleux, qui écrit même la loi liée au justiciable et à celui qui l'applique. Formidable. Donc celui-là, il a tous les pouvoirs. Les hommes d'affaires, le système économique. C'est quelqu'un qui tient son pouvoir du peuple. Tu as l'air de lui localiser son pouvoir unique chez lui. Oui. Le parlementaire tient. Le Parlement représente les intérêts de la nation. Tout à fait. Tout à fait. Ça, non, mais on ne jette pas le bébé. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. J'essaie d'expliquer une conception un peu. Non. Je ne sais pas si le mot diachronique de l'OCD m'a fait un peu couper en tranche de la société. Pas du tout. Il y a le peuple et les élus. Théoriquement, c'est ça. Je dis théoriquement. Je ne segmentarise pas, contrairement à ce que tu dis. Mais une fois que tout le monde a été élu, nommé, embauché, chacun défend sa je regarde comment le système fonctionne. Et évidemment, pour défendre les hommes politiques, parce que je passe mon temps, tu te rappelles, à les défendre, ce sont les seuls qui peuvent être virés. Les seuls. Et je rappelle donc que les magistrats et les journalistes n'ont pas cette organisation qui permettrait de les sanctionner, pas de les virer, mais au moins de les sanctionner pour des fautes commises. Ce sont les deux secteurs protégés. Par contre, les hommes politiques, on le sait, même s'ils ne sont pas sanctionnés par la justice, tôt ou tard, ils sont sanctionnés par le peuple. Par les urnes. Voilà. Ok, je vais passer à autre chose, il faut qu'on en parle. Mais d'abord, je vais citer Malcolm X, qui nous dit « Si vous ne vous méfiez pas des médias, ils vous feront aimer l'oppresseur et détester l'opprimé. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en viens à la Grèce et puis à l'austérité. On était tous venus, avant qu'on ait vraiment causé, on était tous, et moi le premier, a dit que ce sont des farceurs, que ce sont des gens qui ont triché, ils ont triché pour entrer en Europe, ils ont présenté de faux bilans, une représentation tronquée de leur réalité financière, et puis qui sont ce sont des jouisseurs, etc. Et puis on se rend compte maintenant que l'oligarchie grecque, c'est pas le peuple grec, quoi. Un peuple grec qui souffre de manquer de médicaments, manquer de vaccins, manquer de soins médicaux, d'avoir des retraites diminuées, d'avoir des salaires diminués, le peuple n'a rien à voir avec tout ça. Alors, je continue ma citation. S'il est une chose que la crise grecque a contribué à révéler, c'est l'absurdité des institutions européennes et leur éloignement des réalités, à un point où ces institutions sont tellement isolées dans leur délire technocratique qu'elles nous amènent droit au désastre sur de nombreux points. Les États soumis à ces errements s'enfoncent dans les désordres. C'est un peu excessif, et j'ai fait cette citation sur laquelle je vous demande de gloser. Monsieur, de commencer par M. Branchi. Bon, alors la première chose, effectivement, je reprends le début de ton propos. Oui. Depuis 5 ans, on s'appuie sur un certain nombre de clichés pour justifier une chose, que tous les économistes maintenant, à peu près sensés, même le Fonds monétaire international, maintenant, il vient de sortir un rapport comme quoi la dette est irrécouvrable et qu'il faut la restructurer. Il faut l'équiter. Bon, alors, c'est comme si on demandait, c'est comme si un retraité demandait un prêt à une banque, et on lui disait, revenez pour votre prêt avec acceptez une diminution de votre retraite de 20%, de 40%, et revenez, on va examiner votre prêt. En fait, depuis 5 ans, la dette grecque, qui a été à l'origine de tous ces plans de restrictions économiques, était de 103% du produit intérieur brut, de la richesse. Elle est aujourd'hui de 177%, ce qui veut dire que le montant de la dette... Toutes les mesures qui ont été prises d'austérité ont aggravé la situation. Tout simplement parce que, en plus, l'économie grecque a de grandes similitudes avec l'économie martiniquaise. L'entrée dans ce qu'on oublie, c'est qu'un des effets de l'entrée de la Grèce dans l'Europe,
Ça a un peu le même effet que ça a quand le niveau des économies, l'intégration économique, c'est pour ça que moi je suis contre l'intégration de la Martinique à l'Europe. L'intégration économique de pays dont le niveau de développement est inférieur aboutit à un phénomène d'aspiration. Les économistes appellent ça la polarisation. C'est-à-dire le capital, l'emploi, le savoir-faire se polarisent vers les plus forts et vident les pays périphériques. C'est-à-dire que la petite industrie grecque, comme la petite industrie martiniquaise d'ailleurs, s'est affaiblie et le tourisme grec, il y a une spécialisation, une hyper-spécialisation dans des secteurs non producteurs de productivité, donc comme le tourisme, et ça affaiblit donc le niveau de l'économie grecque. Bon, donc autrement dit, le pays... C'est quand même, je crois, 20 milliards d'euros le tourisme grec. J'ai quelques chiffres là. Hein. Bon, entre la croissance économique de l'Europe a quand même continué depuis la crise entre 2008 et 2014, hein, elle a progressé de 1,7% à prix courant. Oui. OK? Bon. Et maintenant, en Grèce, elle a reculé de 24,5%. Un quart. Oui. Bon. Les suppressions d'emplois, OK? Donc, plus de 50% des entreprises ont mis la clé sous la porte. Et le taux de chômage est passé de 7,8% à 26,5%. Et particulièrement chez les jeunes, comme ici. Quoi. Et plus d'un jeune sur deux est au chômage. Alors Martinique, c'est à peu près entre 50 et 60%, hein, selon les enquêtes emploi, puisque l'enquête emploi a été révisée, etc. Bon, donc le problème, et vous avez en face de vous un parti qu'on a présenté comme populiste. Alors on est toujours le populiste de quelqu'un, mais en réalité, dans l'esprit de ceux qui utilisent ce terme, ça veut dire un parti qui se sert des instincts du peuple pour gagner des voix, mais qui ne présente pas de solution. Okay. Or, la vérité, c'est qu'il s'agit d'un parti qui a parfaitement compris que les Grecs veulent rester dans la zone euro, et comme beaucoup d'Européens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont partisans de l'Europe, mais qui ne veulent pas de cette Europe-là. De cette Europe-là. Voilà. Nadia, le quotidien des Grecs, le quotidien, comment on sait ça maintenant? Comment peut-on accepter, en étant citoyen européen, parce que nous le sommes, hein, paradoxalement, comment peut-on accepter qu'il y ait des gens qui aient une telle misère, pas une misère morale simplement, mais une véritable misère au quotidien, quoi. C'est-à-dire que manger, boire, c'est une aventure. Comment tu sens ça? Je trouve que ce qui se passe en Grèce, c'est comme si, c'est pas vraiment une répétition, mais c'est comme si c'est un scénario, une espèce de scénario catastrophe de ce qui pourrait arriver à d'autres. Et je pense que par rapport à la citation de Malcolm X que tu as dite, j'ai l'impression que c'est sur ça que joue, tu as parlé des institutions européennes, technocrates et les gouvernements, j'ai l'impression que c'est sur ça qu'ils jouent en présentant la Grèce comme le gros haro, le truc, la situation dans laquelle il ne faut surtout pas se retrouver. Alors que c'est tout simplement, alors tout de suite c'est des grands mots, hein, inacceptable de penser que des gens puissent vivre dans des situations comme ça, soi-disant dans une économie, dans une société occidentale qui fait partie du groupe euro, avec une vraie monnaie, une monnaie forte sur les marchés, une monnaie qui a une valeur et pas un vulgaire pays qui n'est pas équilibré au point de vue politique. Enfin, c'est pas un pays émergent, c'est pas un pays du tiers-monde. Voilà, donc c'est quand même paradoxal qu'un pays comme celui-là, se retrouve dans une telle situation. Et c'est encore plus étrange la réaction des autres autour, parce que l'Europe, jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi une question de solidarité. Or, jusqu'à présent, de mon point de vue, ce qui est fait, c'est qu'au contraire, on a tendance à isoler la Grèce en la présentant comme la situation. On a essayé. Voilà, dans laquelle il ne faut pas sombrer, et puis en présentant le Grexit comme la chose la plus faramineuse. Alors que d'un autre point de vue... Le Grexit, c'est la sortie de la Grèce de l'euro. Mais, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment de plus loin.
je considère que c'est l'histoire de l'Europe qui est toujours en train de s'écrire. Ouais. L'Europe se construit tous les jours. Et ça, c'est une étape qu'il faut laquelle suivre. Ce continent a connu les invasions et tout, a survécu, a connu des guerres, etc. Ouais. Là, ils sont en train de construire une communauté économique. Cette communauté économique ne va sortir que grandie de cette expérience. Et je pense que c'est plutôt sur ce canal-là qu'il faudrait qu'on arrive à montrer aux gens qu'effectivement c'est inacceptable. Plutôt que sur celui de la culpabilisation. Voilà. Comment l'Argentine avait fait? Je sais que tu as ça avec moi. Comment l'Argentine avait pu s'en sortir? Enfin, si tu peux aussi t'exprimer ce qu'on vient de... Je vais quand même rajouter 2 choses sur la Grèce. Alors, pour tous ceux qui... Parce qu'on est quand même le kiosque, donc on lit la presse. Il y a sur le site du Monde un article qui s'appelle « Des Grecs dépensiers ou malhonnêtes, le tour des idées reçues ». Ça date d'il y a 2 jours. Donc vous pouvez aller le voir, c'est sur la rubrique Les Décodeurs. Ce sont des journalistes qui se spécialisent pour dire la vérité. Alors je ne résiste pas, tu sais comme j'adore Nicolas Sarkozy, je ne résiste pas à citer Nicolas Sarkozy qui dit sur le plateau le mercredi 8 juillet. Donc, mais il est revenu. Non, mais il faut le dire. Parce que mais il a dit. Il avait quoi il dit la chose suivante. Le problème auquel est confrontée la Grèce aujourd'hui, alors il y a un problème en Grèce. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas assez. Ouais. Formidable. Quand vous balancez ça au discours de Dakar. C'est formidable. Quand vous balancez ça dans un peuple qui travaille, donc le peuple français travaille en moyenne 1500 heures par an. Ouais. Voilà, le peuple dit, c'est scandaleux quoi. Les mecs ils bossent moins que nous. Eh ben non. Les Grecs travaillent 2100 heures par an. Presque autant que les Coréens du Sud. Donc, on dit à M. Sarkozy... Pour ensuite ne pas rejoindre les 2 bouts. On dit à M. Sarkozy de ne pas rester là. Voilà. Bon. Et puis on dit également à François Hollande, puisqu'il faut que les 2 en prennent pour leur grade, oui, que ce sont les banques privées qui ont tué... la finance, c'est mon ennemi, ok? Ce sont les banques privées qui ont tué la Grèce. Alors nous, on lit, on cherche... La Grèce doit 321 milliards d'euros, dont 30 milliards aux banques privées. Le reste, c'est que des banques publiques. Et qui détient la majorité de la dette grecque? L'État allemand, Merkel, et l'État français, 42. Donc on dit à M. Hollande de ne pas rester là, parce que la France, plus l'Allemagne, je parle des fonds publics, sont les créanciers de la Grèce. Et en réalité, 321 milliards d'euros de dette grecque, c'est quoi? C'est le budget de l'État français. Alors, sur un an. Tu tiens, comme dit Mano de RCI, tu tiens ta parole. Je reviendrai sur l'Argentine. Oui, tu reviendras sur l'Argentine après, n'oublie pas. L'économiste Thomas Piketty, auteur du Capital au XXIe siècle, dans une interview... Que tout le monde devrait acheter, que Michel n'a pas encore acheté, mais que devrait acheter, c'est gros comme ça, mais c'est extrêmement intéressant. Mais j'ai les bonnes feuilles quand même. Impardonnable, Michel. Au journal Die Zeit, allemand, rappelle que l'Allemagne a bénéficié d'une restructuration de sa dette en 1953. Au sortir de la guerre qui lui a permis de remettre son économie sur les rails. L'Allemagne, dit-il, est vraiment le meilleur exemple de pays qui, au cours de l'histoire, n'a jamais remboursé sa dette extérieure. Jamais. Ni après la Première, ni après la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas légitime pour faire la leçon aux autres nations. Terminé. Et c'est pas fini. L'Allemagne et aussi la France ont fait jouer la planche à billets au sortir de 1945, obtenu des effacements d'ardoises. Mais il cite les accords européens de 2012 qui, en dépit de ça, où la France contraint la Grèce à se retrouver dans l'obligation de dégager un excédent de 4% du PIB. Comment veux-tu faire ça? Pendant des décennies avant de rembourser les dettes, c'est exactement ce que disait tout à l'heure notre Michel, une stratégie absurde que la France et l'Allemagne n'ont jamais appliquée à elles-mêmes. Voilà. On reprend l'Argentine maintenant. Ben, les Argentins, ce que les Grecs ne peuvent pas faire, c'est la planche à billets. Les Argentins ont dit la chose parce suivante. Parce qu'il y a bien des raisons techniques qui Ah non, c'est des raisons très techniques. L'Argentine a dit, bon, écoutez, c'est vrai, les Videla et compagnie, donc en fait les dictateurs militaires ont
ont emprunté largement au-delà de capacité de l'Argentine à rembourser. Donc, après Videla, dans les années 80, donc il y a un scandale qui éclate. Les créanciers argentins disent « Mais attendez, messieurs, vous avez rétabli la démocratie, mais vous avez oublié de nous rembourser. » Et à un moment donné, les premiers présidents argentins, dont Carlos Menem, dit « Mais attendez les mecs, on n'a pas profité, déjà rien qu'en intérêt, on a déjà remboursé l'équivalent du capital. » Et les types disent « Mais ça c'est les intérêts, c'est le capital qu'on veut. » C'est le cas de la Grèce d'ailleurs. Et les Argentins ont dit « Bon, ben, c'est pas très compliqué, on va laisser filer la valeur de la monnaie et on va alimenter l'inflation. » Donc en fait, l'inflation a bouffé la dette. La dette, ils ont fait disparaître comme ça. Et la dette a continué. Alors en même temps, le retour de la démocratie a boosté l'économie argentine qui a pu rembourser. Mais l'Argentine a dit « Je suis trop grosse pour faire faillite » parce que si l'Argentine faisait défaut, globalement, mais l'Argentine a fait défaut sur plusieurs prêts, notamment sur ce qu'on appelle les prêts vautours. Plusieurs échéances. Les banques spéculatives, les banques américaines spéculatives qui avaient des taux d'intérêt variables se sont vues balayées d'un revers de main. Mais bon, il y a encore des procès. Mais l'essentiel de la dette argentine, au bout d'un moment, était devenue une dette publique. Et donc, elle a été négociée, elle a été restructurée. Voilà. Et le FMI notamment a renoncé à faire payer. Parce qu'en fait, quel est le risque majeur? C'est que si vous ne renégociez pas, vous perdez tout. Les spécialistes de la renégociation, c'est par exemple les entreprises hôtelières, j'espère qu'on va parler de ça, martiniquaises, qui sont entrées... Et on va y revenir, Et qui ont appliqué ça. Alors, je vais quand même citer, parce que c'est d'origine brésilienne, et vous connaissez mes ascendances brésiliennes, l'idée est la suivante: quand tu dois à ton banquier 1 million d'euros, tu ne dors pas. Quand tu lui dois 100 millions d'euros, c'est lui qui dort. Ça s'appelle le syndrome brésilien. Il faut appliquer de manière systématique. Alors, j'ai lu en quelque part que le phénomène Podemos ou Syriza ne serait peut-être pas possible dans toute l'Europe parce qu'il faut deux conditions. Il faut d'abord qu'il y ait eu une cure d'austérité énorme pour avoir pressuré les gens, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas, par exemple, en Angleterre ou en France. Et puis, deuxièmement, qu'il n'y a pas une corruption, qui a... Enfin, disons que l'image de marque des partis politiques n'est pas aussi détérioré que ça a pu l'être en Espagne, que ça a pu être Qu'est-ce que vous pensez de cette... Oui, je crois que effectivement la situation en France, c'est que il y a quand même une gauche alternative qui a pu, avec les syndicats, faire jouer ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. La protection sociale, le SMIC, etc. Mais ce faisant, elle a participé quelque part à M. Soro, finalement. Oui, non, mais ils ont empêché. Pas absolument jouer le... Alors, les gouvernants français ont quand même tenté, que ce soit Sarkozy ou à l'heure Hollande, ils ont quand même tenté, notamment sur les retraites, de diminuer. Ils ont tenté de réintroduire pratiquement la liberté de licenciement sur le code de travail, ce qui est fait de manière insidieuse par la loi Conde. On ne rétablit pas totalement la liberté de licenciement, mais on les facilite. De la même manière, on a bloqué notamment le SMIC. Bon. Donc, on a bloqué les salaires des fonctionnaires depuis plusieurs années, depuis 2010. Donc, il y a eu comme une perte de pouvoir d'achat dans tout le secteur de la société, ce qui explique d'ailleurs les difficultés de la relance économique, puisque la demande est faite. Mais pas au stade où ça a pu être fait. Oui. Mais le vrai critère, tu as annoncé deux critères, tu as énoncé deux critères. À mon avis, le troisième critère, c'est le plus discriminant, c'est que la Grèce et l'Espagne sont des pays pauvres en Europe. Oui. Ce sont des pays pauvres. Le décalage de PIB de la Grèce et de l'Espagne par rapport... D'où la corruption. Voilà. La misère et la pauvreté entraînent deux choses, la corruption et la violence. Je veux dire, les taux de criminalité dans les États les plus pauvres des États-Unis, prenons les États-Unis, n'ont rien à voir avec ceux qui existent. Et puis il y a des facteurs politiques. À mon avis, Podemos ou Syriza ne peuvent pas prendre pied dans des pays riches. Par contre, et c'est ça qui est inquiétant, les pays riches, ils ont l'inverse. Ils ont le nationalisme d'extrême droite qui, lui, prend la place. Et ne peut pas prendre la place dans des pays pauvres. Ouais.
qu'il n'aurait pas. Nadia, ton avis? Je pense aussi que c'est une question de mentalité. Je pense que la France est un pays qui aime les corps constitués et qui a besoin d'être rassuré et de cadre. Une tradition. Voilà, donc la question de légitimité aussi est très importante et la légitimité elle se fait sur la durée. Donc c'est vrai qu'il y a le phénomène où on va s'enflammer, on va prendre fait et cause pour... ça va retomber. Les traditions politiques, idéologiques, voilà. La révolution. Il y avait une dictature en Grèce au XXe siècle. Oui, mais qui étouffait les revendications. En Espagne, il y a eu une dictature militaire jusqu'à la fin des années 80. Oui, et avec une simili-dictature militaire après. On a eu la guerre civile, et pour la Grèce, on a eu tout le processus démocratique séculaire. Oui, mais bon, je voulais citer quand même un économiste que j'aime bien, c'est Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel américain. Il donne le fin mot de l'histoire aussi, concernant l'attitude des autorités européennes. En fait, dans un article du Guardian, les leaders européens ont commencé à révéler leur vraie nature du litige autour de la dette. Celle-ci porte bien davantage sur des enjeux de pouvoir et de démocratie que sur la monnaie et l'économie. Les dates butoirs sont destinées à forcer la Grèce à accepter l'inacceptable, pas seulement des mesures d'austérité, mais de nouvelles politiques régressives et punitives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'exemple grec puisse donner des idées à d'autres peuples. Même si, bon, il y a la dichotomie dont tu parles, mais ce ne serait pas bien qu'en Italie, qu'en France, ou en Espagne, en Irlande, tous ces pays-là, qu'on imite Syriza. Messieurs, une petite respiration non économique. La droite locale a fait appel à une certaine gauche pour s'opposer à la majorité au pouvoir. Alors je raconte, j'explique. À l'initiative d'Agir Ensemble pour la Martinique, qui est une association samaritaine qui semblerait avoir œuvré avec M. Yann Monplaisir à l'union de la droite. Les leaders de cette famille se sont retrouvés début juillet à Sainte-Marie. Et Yann Monplaisir, qui finalement, il fait vivre un peu cette droite, et tant mieux pour la démocratie. C'est pas Michel Bouachi qui me contredira. Il lance clairement un appel au maire de Sainte-Marie, à Alfred Montieu et Eugène Larcher. Il y a un petit côté un petit peu onirique, rêve dans ça. Enfin, c'est quand même, quand on est parti du côté désagrégé de la droite pour arriver à cette possibilité de dire, moi, à la tête de la droite, moi je trouve que ça, il y a du fun, comme diraient les jeunes. Dans l'intérêt d'Arténique, il n'en est pas à son coup d'essai. Oui, il a toujours fait ça. Il a fait alliance à l'époque avec le maire de Sainte-Marie. Ouais. En expliquant que c'est dans l'intérêt de la Martinique parce qu'ils sont porteurs d'une volonté, d'une autre politique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le PPM et ses alliés sont accusés d'installer un climat détestable. Tu vas te lécher les babines, toi. Alors, les gens ont peur de parler, peur de s'engager. On veut libérer les gens de cette peur-là, a déclaré Karine Mousseau. C'est pas un peu exagéré quand même, non? Enfin bon, bref. Bon, on est en campagne politique. En campagne, oui. Et en fait, ce qui est intéressant, on va faire une espèce de schéma. Il y a des gens, il y a des cases, puis il y a des gens qui sont hors des cases. Donc, pour l'instant, on est dans la chasse aux gens qui sont hors des cases. On dit, mais frère, mais qu'est-ce que tu fais? tout seul à nous. Donc, chacun va venir voir Alfred Montieu, lui proposer de rentrer dans une case. Chacun va venir voir Bruno Nestor Azero, etc., etc. Bon, voilà. Et puis, au mois d'octobre, tout le monde sera dans une case, plus ou moins. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Là, la bataille va commencer. Mais moi, je trouve que cette idée d'une droite qui fume sur la gauche, moi, je trouve que c'est tout amusant. Bon, voilà. Enfin. Fais attention, Michel, très sévère. Non, mais je peux me laisser voir le sourire. Tu me laisses voir le sourire quand même. Non, mais d'autant que idéologiquement, la différence entre certains des individus que tu as nommés et la droite, il n'y a pas plus que l'épaisseur d'un papier à cigarette. Tu es très méchant. Je t'avais dit que c'était sévère. Non, mais c'est vrai. Sur quoi ils sont opposés? Mais oui, mais justement, alors pourquoi faut-il qu'ils s'opposent? Sur quoi? Alors pourquoi faut-il qu'ils s'opposent? Non, parce que dans le discours, ils s'opposent. Dans le discours, ils s'opposent. Dans la posture. Non, pas la posture. Les discours de Bruno Nestor Azero à l'Assemblée nationale. Je rappelle quand même que Bruno Nestor Azero fait partie de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et le discours de Bruno Nestor Azero à l'Assemblée nationale sur un certain nombre de sujets économiques notamment, n'ont rien à voir avec ce que défend, les thèses que défend Yann Monplaisir. Donc,
vouloir qu'il... Oui, mais là, non, au niveau de la gestion de la Martinique, ça peut être autre chose. Nadia, cette tolérance et cette ouverture. Laissez une femme parler. Une ligne idéologique. Non, des valeurs. Des valeurs, oui, c'est ça. Ben oui. Nadia, cette possibilité d'ouverture, comment tu vois ça, toi, femme? Oh mais non, c'est pas moi femme, ça n'a pas plus de toi, sens toi, que toi, moi. citoyen. Voilà. Tu es comme une femme. Qu'en sais-tu? Non, cette au émission milieu de tout ça, au milieu de tout ça, enfin, je sais plus qui a dit la Martinique. Je ne suis pas certaine que sur ce territoire, on ait vraiment besoin de gros clivages droite-gauche. Je pense que les gens sont plutôt à la recherche, dans l'attente d'un projet pour la Martinique. Ouais. Ce projet, il aura une couleur droite ou une couleur gauche. Il sera porté par un tel ou une telle qui se sera associé à XY, je ne suis pas certaine que ça soit vraiment là le sujet. Alors bien sûr, c'est une histoire politique, donc forcément elle est personnalisée avec des individus, elle est plutôt personnifiée, oui, par des individus avec leur charisme et leur couleur. Leur personnalité, on est obligé leur idéologie. De faire avec. Voilà. Mais n'empêche que je ne suis pas certaine que ça soit ça l'essentiel. Mais il faut quand même rappeler, elle a raison, quel est le but de l'élection? Et au mois de décembre. Au mois de décembre. C'est un truc formidable. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a un chercheur nantais, enfin martiniquais qui réside à Nantes, dont j'oublie le nom, et qui dit la chose suivante. Il est venu faire un forum à notre invitation ici, et il nous dit il faut pas se tromper de débat. Il faut très clairement dire la chose suivante. Tu parles de Delblond? Delblond. Merci beaucoup. Antoine Delblond dit la chose suivante. Il faut faire attention. On n'est pas en train de faire une assemblée politique avec des clivages idéologiques. Messieurs, ça existe, c'est vrai. Il peut y avoir des différences de vision pour la Martinique, c'est vrai. Mais vous êtes en train de faire une assemblée qui va devoir gérer le quotidien des Martiniquais. Alors, ça, il ne faut pas l'évacuer. Il ne faut pas en faire l'élément central, mais il ne faut pas l'évacuer. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, est-ce que les gens que nous allons mettre au pouvoir sont capables de gérer le quotidien des Martiniquais? Parce que, je ne vais pas être méchant, mais la capacité de certaines équipes au niveau, je parlerai uniquement du niveau local, c'est-à-dire municipal, dans l'histoire de la Martinique, a montré très clairement qu'une équipe arrivant à la tête d'une mairie, quelle que soit son orientation politique, est capable de mettre la ville dans un état si catastrophique que, par exemple, les enfants ne peuvent pas manger à la cantine, que les salariés ne peuvent pas toucher leur salaire, etc., etc. Donc, mettez ça à un niveau encore plus énorme. Est-ce que les gens qui vont diriger la Martinique comprennent bien que cette fois-là, ils n'auront pas d'excuses? C'est ça, l'un des enjeux, c'est ça. Oui. Donc, venir avec une ligne politique, c'est nécessaire, c'est même fondamental. Par contre, ajouter à cette ouverture, cette culture politique, une culture, une compétence de gestion, ça c'est fondamental. Parce que c'était possible de faire semblant de ne pas l'avoir en disant bah, attendez, on n'est pas compétent, c'est l'État, c'est machin. Là c'est fini, hein, c'est terminé. Ouais. Non, mais bon, globalement. Pas longuement, Michel. Non, je vais parler d'autre chose. Oui, non, mais ce qui dit, oui, il faut avoir des compétences de gestion, parce qu'effectivement, ce serait une institution plus lourde, bon, et notamment sur la question sociale, dont on parle peu, mais et je vous ai déjà dit ce que dit mon ami Claude Lise, c'est que quand on parle de la collectivité territoriale, on pense souvent à la région, que ce serait la région multipliée par deux. Ouais. Or, en réalité, il y a le Conseil général, qui est une vieille institution qui date du 19e siècle, qui a un patrimoine considérable et qui a surtout des compétences énormes. Sur 700 millions d'euros de budget, il y a 405 millions d'euros pour les questions sociales. Le médico-social, les EHPAD, les handicapés, le RSA, etc. Bon. Ce que ça apporte de plus, par contre, c'est que pour la première fois, on pourra avoir une vision globale de la Martinique et essayer de mettre une étrication, une imbrication entre le social et l'économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté une institution. C'est-à-dire que tu vas dans le sens dédié, ça exige un savoir-faire. Mais c'est là aussi qu'on va avoir un projet politique.
Oui. On peut le faire. faut savoir comment tu dépenses son argent. On peut le faire de manière néolibérale. On peut le faire en pensant à une économie de type endogène. Mais là où on a peut-être des différences avec Michel, je suis d'accord avec ça, mais ce choix politique, ce déterminant politique ne va jouer que sur une toute petite partie. Parce que c'est ceux qui te restent. Ceux qui te restent ont profilé la Martinique différemment. Voilà, ce qui te reste est tout petit par rapport à ce que tu as dû obligatoirement dépenser. Alors, je croyais que tu avais parlé de mon plaisir, tu avais parlé d'un communiqué, par contre, que je trouve très intéressant. Olivier Monplaisir réagit à la dernière décision de l'Europe de placer l'octroi de mer sous le régime du plafonnement des aides d'État. Ce qui, en fait, est une manière de remettre en cause la capacité d'exonération et l'utilisation de l'octroi de mer comme moyen de protection et de développement économique. Et il dit là-dessus qu'effectivement, droite et gauche devraient être d'accord. Il fait partie de cette partie de la droite qui a enfin compris que la question de la production est une question fondamentale et que ce n'est pas simplement de faire du pays un immense hypermarché. Peut-être parce qu'il commence à produire lui aussi. Voilà. Je voulais qu'on parle de l'état de faillite de Porto Rico. Ah ouais. Ah ben oui. On l'avait évoqué il y a très longtemps. Oui. Mais là maintenant c'est acquis. Avec la différence que avec son statut, il ne peut pas bénéficier des aides du FMI, il ne peut pas non plus se mettre en état de faillite comme la ville de Détroit. Et faire face à. Donc c'est seulement comme, et j'en viens à ce que tu disais tout à l'heure, faire les créanciers sortent d'une table et puis négocier avec le gouvernement du paiement des échéances. Alors, mais qui détient la dette? C'est ça qui est intéressant. Qui a l'argent? Ce sont les fonds, ce sont des fonds d'investissement, les fonds de retraite. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'en 2006, on a arrêté le système d'aide de défiscalisation qui permettait d'investir à mort à Porto Rico. Donc ils ont eu des difficultés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu de la dette. Ils ont vendu de la dette. Et les achats de la dette ne payaient ni impôts, ni taxes, ni rien du tout. C'était du bonus. Ça serait bien qu'on creuse ça. Ouais. Alors j'avoue que... On nous tease là, de studio pour nous dire que l'émission est finie. Voilà. Donc, bon, monsieur, à remettre. avec déchirement, je me sépare de vous parce que ça commence à devenir intéressant. Oui, que ça se sépare de vous avec déchirement. Et puis, toi, attention, à mon avis, ça va être autre chose. Toi avec souffrance. À la semaine prochaine. Bonsoir. Une